Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures que j'ai pu faire au mois de mai. Alors, pour le mois de juin, je ne sais pas encore si je vais vous faire un avis lecture de mes lectures, enfin de ce que j'ai pu lire au mois de juin ou si je vais regrouper avec mes lectures de juillet. Parce qu'actuellement au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai terminé un seul livre. Le deuxième est en cours mais je dois pas avoir dépassé la centaine de pages. Donc je vous avoue que si je vous fais une vidéo pour un livre, j'en vois pas forcément trop l'intérêt. Donc je verrai si je regrouperai. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres que j'ai pu découvrir pendant le mois de mai. Je vais tout d'abord vous parler du livre Comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'est écrit par Lydia Flemme et c'est publié aux éditions Point. Je vous parlerai ensuite du livre Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, écrit par Virginie Grimaldi et publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Et je terminerai avec le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier, écrit par Camille Monceau et publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, je l'ai enfin lu. Pour commencer avec ce livre, donc Comment j'ai vidé la maison de mes parents, si vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne c'est normal, c'est un livre que j'ai très récemment fait entrer dans ma pile à lire et qui a été très vite lu. Alors soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je vous ferai un book haul sur les 6 mois de l'année, de janvier à juin, quel livre j'ai pu accueillir dans ma pile à lire. Je vous les présenterai, il y en a que je n'ai plus en ma possession, il y en a d'autres que j'ai, mais je vous ferai un petit point, je pense, sur les livres que j'ai encore dans ma pile à lire. Parce que je vois pas l'intérêt de vous dire, lui je l'ai reçu, mais je vous l'ai présenté en avis lecture et je l'ai plus. Bon, si vous l'avez eu en avis lecture, voilà. Mais en tout cas, je vous ferai un petit book haul sur ceux qui sont toujours dans ma pile à lire et entrés du coup cette année, en ce début d'année. Pour Comment j'ai vidé la maison de mes parents, je pensais pas du tout être sur cette thématique-là. Vous allez vous dire, bon, la thématique est quand même explicite. Camille, qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais vraiment sur... dans Comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'est... Comment moi j'ai vidé la maison de mes parents en enlevant mes affaires, en partant de chez eux. Qu'est-ce que ça fait de vider un peu sa chambre, de laisser un vide, de partir un peu de l'endroit où on a grandi. Moi j'étais vraiment partie là-dedans, alors que pourtant il y en a plein qui m'ont dit bah non c'est explicite de comment j'ai vidé la maison de mes parents, bah une fois qu'ils sont partis quoi. Donc, et moi j'étais pas du tout là-dedans, mais bon c'est pas grave. Le résumé c'est écrit: un jour alors que l'enfance sera déjà loin, nous deviendrons orphelins. Une fois nos disparus enterrés, nous devrons accomplir cette tâche impudique. Vider la maison de nos parents. Pour chacun des objets et des souvenirs de leur vie, nous n'aurons que l'un de ces choix, garder, offrir, vendre ou jeter. Puis, dans le désordre des émotions, nous fermerons leur porte, qui est aussi un peu la nôtre. C'était un livre qui était assez court, qui s'est lu très rapidement, mais qui pour autant était très fort. J'ai trouvé ça très parlant. Moi qui ai connu un décès dans ma famille il y a de ça maintenant un petit peu plus d'1 an, je me suis retrouvée à de nombreux moments. C'est vrai que quand on a grandi, alors moi bon c'est quelqu'un d'un peu plus éloigné de ma famille, mais tout de même c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de moments étant enfant, et je me suis retrouvée parce que quand en fait tu te retrouves à vider la maison, tu te retrouves quasiment à devoir déposséder la personne de ce qu'elle a, de se dire mais mon dieu elle aurait jamais voulu que j'enlève ça comme ça, c'est quasiment cruel, et en même temps on n'a pas le choix parce que on est désigné héritier, on est désigné, ou alors juste on est la famille la plus proche, donc c'est à nous de le faire finalement. Et dans chaque objet, il y en a bon qu'on connaît pas, donc on n'a pas trop d'attache, mais il y a des objets qu'on retombe dessus et alors là on se dit mais je me souviens c'était ça, et alors là bon bah la question parfois se pose pas forcément, on veut garder cet objet qui est si précieux, mais où parfois on se dit moi j'en veux pas de cet objet, mais pour autant c'est un objet qu'il ou elle adorait, que c'est un objet qui lui tenait tellement à cœur, enfin je peux pas le donner, le jeter, qu'est-ce que j'en fais en fait? Et donc c'est très dur de devoir être décisionnaire de tout ça, de toute une vie en fait, de se dire bah en plus comment on peut dire qu'on vit d'une maison. Enfin, je trouve que le terme est très fort, c'est-à-dire on vit d'une maison, mais en fait non, on vide une vie entière, on vide des souvenirs, on vide des moments de vie, c'est plein de nostalgie, c'est plein de moments de joie, mais également parfois de tristesse quand on vit d'une maison. Et j'ai trouvé ça hyper fort dans la façon dont c'était écrit, et il y a un passage qui m'a marqué, c'est par exemple où elle parle d'un tapis qui vient de je sais plus quel pays, et où elle explique moi j'aimerais beaucoup le prendre ce tapis, mais est-ce que de son vivant elle aurait bien voulu me le donner? Est-ce que elle aurait accepté qu'il me revienne? Et donc en fait elle se retrouve bloquée avec cette idée de moi j'aimerais bien le prendre, mais est-ce que elle aurait voulu me le léguer à moi, ou est-ce qu'elle pensait plutôt à quelqu'un, ou est-ce qu'elle aurait préféré le donner à une association, ou est-ce qu'elle aurait préféré après qu'il ne soit plus utilisé, qu'il soit utilisé que pour eux, enfin que chez eux. Et du coup c'est vrai que c'est très dur de prendre des décisions pour chaque objet. Et là on est plus du coup pour ce livre sur un témoignage, mais que j'ai trouvé quand même très parlant parce que
je trouve qu'il reflète très bien la réalité de ce qu'on peut vivre quand on est dans la même situation. Pour rester un petit peu dans le deuil, et là vous allez me dire super, la vidéo est trop joyeuse, mais ce livre est très très joyeux pour le coup, je vous le promets. Comme tous ces livres, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, donc de Virginie Grimaldi, j'ai pu le découvrir. Et alors ici on est sur une situation de départ, de deuil, c'est-à-dire le deuil d'une situation, d'une vie, d'une situation de famille qui s'éclate, ou même d'une relation, et donc repartir à zéro avec ce qu'on a, mais en même temps d'être complètement déboussolé. Au bout de tant d'années vécues avec quelqu'un, avoir construit une famille et devoir recommencer à zéro, mais sans pouvoir recommencer à zéro parce qu'il y a un enfant qui est là maintenant. Toute cette thématique là qui pose un peu le cadre de départ de notre histoire, et franchement j'ai adoré. Notre personnage principal n'accepte pas du tout, au bout de tant d'années, elle est encore persuadée qu'il va revenir, qu'elle a juste à l'attendre et que bah voilà, il va revenir et ça va être là quoi. Et en fait il ne vient pas non plus au resto parce que pour leur, je crois c'est leur 10 ans de mariage ou un truc comme ça, elle l'attend et il ne vient pas. Et en fait on apprend que bon bah il lui a demandé le divorce ou au moins ils sont séparés depuis quelques mois, mais elle y croyait toujours qu'il allait venir à leur rendez-vous anniversaire de mariage, et non. Et au début donc on a vraiment un personnage qui est complètement déboussolé, qui se retrouve à être conseillée par je sais plus qui pour aller voir un psy, donc elle veut pas, et en fait c'est très drôle de voir à quel point le psy la déboussole, et où elle se dit mais attendez mais je veux continuer, et en fait au moment où elle commence à déballer un peu son truc, il la stoppe en plein milieu et il dit on se retrouve la semaine prochaine, et elle fait bah je voulais continuer là, il fait on en a fait assez pour aujourd'hui. Et de voir comment justement ce travail là est amené, j'ai trouvé ça super intéressant, et de voir les outils qu'il lui donne aussi pour avancer, de voir aussi les réactions donc de son ex-mari en face, la relation aussi de la famille, comment la famille la pousse vers le haut ou au contraire l'ignore, mais pour certaines raisons, et de voir que bah voilà, on a nos casseroles, parfois ça ne va pas, on se dit mais pourquoi elle, en fait j'ai l'impression qu'elle s'en fout complètement, je lui ai dit que ça n'allait pas et elle s'en fout, mais peut-être qu'elle à côté elle a encore des plus grosses casseroles à porter et qu'elle doit faire bonne figure parce qu'il y a encore un plus gros problème à cacher, et que parce qu'elle sait qu'on est dans le mal quelque part, et bah elle veut pas nous en rajouter une couche. Et donc j'ai trouvé ça aussi très important de dire, enfin de voir que on est tous différents et on ne sait pas dans quelle galère les autres peuvent être. Que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas, et que il est très facile de juger au premier abord, mais que quand on creuse un peu, en fait on peut découvrir plein de choses. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait on y suit énormément de réconciliation familiale, mais également des personnages qui sont très résilients, qui travaillent beaucoup sur eux, qui font énormément de travail, que ce soit sur eux mais avec leur famille. On a une famille qui se décompose, se reconstruit, qui... Enfin franchement avec plein de soucis, enfin comment dire, même avec ses parents à un moment il y a un doute qui s'insinue et on se dit oh là là mais s'il y a ça qui se rajoute et tout, et en fait quand on apprend le truc on se dit mais c'est excellent, enfin, et on voit que bah voilà, chacun peut avoir ces petits moments de entre guillemets de faiblesse et que les autres ne sont pas forcément au courant, et donc il est important parfois d'écouter avant de juger et de vraiment poser la question bah, comment tu vas, et de pas juste dire ça va, oui, mais vraiment comment tu te sens, comment tu vas, et même si ça peut paraître bête, et ben parfois avec juste une tournure de questions différentes, un ça va, ça amène juste à oui ou non. Alors que comment tu vas ou comment tu te sens, si on prend le temps d'être posé, etc., on peut avoir un peu plus de réponses. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépend avec qui, hein. Si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas du tout proche, il va pas vous déballer tout son sac. Mais dans le principe, on voit vraiment ça dans ce livre, et j'ai trouvé ça hyper rayonnant en fait, de voir la reconstruction de nos personnages, comme toujours avec Virginie Grimaldi. Et franchement, c'était une super histoire que je ne peux que vous recommander parce qu'elle était fraîche, elle était douce, en même temps elle était très poignante. On a un sujet qui arrive qui est hyper fort dedans et qui justement parle encore plus du deuil sous une autre manière, et de voir comment chacun réagit face au deuil et comment chacun fait ses étapes au deuil, et comment ça peut éloigner ou rapprocher de vivre un deuil à deux, mais que parfois ça peut éloigner parce qu'on veut pas blesser l'autre, alors qu'en fait on se blesse plus qu'autre chose, que ce soit nous ou même à deux. Et donc voilà, ce livre était une petite pépite, comme tous les livres de Virginie Grimaldi. Encore une fois, j'aime énormément découvrir ce qu'elle fait et je ne m'arrêterai pas là. Donc en tout cas, celui-ci est découvert et je ne peux que vous le recommander. Et le dernier livre que j'ai pu lire au mois de mai, donc c'est le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier. Alors là, je me félicite, je m'envoie des fleurs, je suis super contente parce que depuis, je crois, depuis sa sortie, hein, pour vous dire vraiment, c'est-à-dire depuis, je vais vous dire ça, depuis 2023, mars 2023, donc ça va faire 2 ans, je le place dans toutes mes piles à lire de saison,
été, automne, même hiver, et à chaque fois je suis là, je l'ai pas lu et machin, et à chaque fois je me dis si ça je l'ai pas lu fin d'année, franchement tapez-moi, etc. Je l'ai lu, je suis trop fière de moi. Et alors là, en plus, pour vous dire ce que j'ai fait, c'est que je l'ai terminé au moment où le tome 4 venait de sortir. Donc dans ma petite librairie à côté de chez moi, j'ai commandé le tome 4. Donc là ils m'ont appelé comme quoi le tome 4 était... ils l'avaient reçu. Donc moi ce que j'ai dit c'est que... dans tous les cas je ne pouvais pas aller le chercher tout de suite. Mais je vais aller le chercher. Alors, suivant mon rythme de lecture, je vais pas trop les faire poireauter non plus, par respect. Mais dans tous les cas, là je finis mon livre en cours et c'est ma prochaine lecture. Comme ça, j'attaque direct et je ne fais pas traîner encore une fois un dernier tome de cette saga. Surtout que là, c'est le tome qui va clôturer, donc je pense que ça va être assez exceptionnel. Et puis je l'attends vraiment parce que j'ai adoré ce tome 3. Donc on verra bien, de toute façon je vous en reparlerai. Mais en tout cas, pour ce tome 3, déjà un truc qui est très bien, c'est qu'on a un résumé spoilant du tome 1 et du tome 2. Moi qui avais lu donc le tome 1 et le tome 2, les deux à la suite, il y a un petit moment. Ça fait au minimum 4 ans, voire 5 ans que je les ai lus. Peut-être pas 5 ans, mais au moins 4 ans. De sûr, et bien j'avais très peur de celui-ci, de pas m'en souvenir, d'être perdu, et en fait on a un résumé spoilant qui permet très bien de se replonger, d'avoir les éléments nécessaires pour continuer, et on replonge très facilement dans l'histoire. Maintenant pour vous faire un résumé donc du tome 1, nous suivons Ichiro qui est un jeune bébé abandonné devant une porte. On se situe dans le Japon au XVIIe siècle, et il est recueilli par un mystérieux samouraï dont on ne connaît pas trop l'identité, ainsi que une vieille dame qui vit avec ce samouraï, un petit peu sa dame de compagnie qui va l'aider dans le quotidien. Ils vivent reclus en haut d'une montagne, vraiment reclus, et ils vivent au fil des saisons, au fil du temps qui passe, vraiment où Ichiro va apprendre la voie du sabre, mais tout en étant vraiment dans un petit monde reclus, dans une bulle finalement. Jusqu'au jour où par une nuit terrible, son maître samouraï se fait tuer. Et donc à ce moment-là, Ichiro va devoir affronter son destin et tourner le dos un peu à son passé, mais sans oublier ce qu'il a vécu. Donc voilà un peu pour le schéma de base. On est vraiment sur un roman historique du Japon au XVIIe siècle, tout en ayant une petite frontière avec l'imaginaire qui est absolument géniale. Donc on nous parle du théâtre, on nous parle du kabuki, enfin vraiment on a énormément de choses, toutes les habitudes, les façons de vivre, les différentes castes, je sais pas si on dit les différentes castes ou les différentes hiérarchies, mais franchement c'est super intéressant. Et donc ici dans ce tome 3, on n'y suit pas le point de vue de Ichiro, mais de Inaim, je sais pas si on prononce comme ça, mais de ce personnage secondaire devenu principal au fil des tomes féminins. Et j'ai adoré ce changement de point de vue qui nous permet de voir donc différentes habitudes entre Ichiro, qui est un samouraï très recherché maintenant et qui a disparu, qui justement déjà est un homme qui n'a pas du tout le même quotidien qu'une femme à cette époque-là au Japon. Et donc c'était super intéressant de lire tout ça, de voir encore une fois la base historique qui est bien ancrée, où encore une fois on a vraiment cette frontière entre l'imaginaire et le réel qui est très fine tout en apportant énormément de connaissances. Moi j'ai appris encore plein de choses, franchement je trouve que ce roman il est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses mais en même temps on est embarqué. On est sur un rythme qui est très descriptif et pour autant on ne s'ennuie pas, vraiment j'adore la plume de Camille Monceau. Et effectivement la plume elle permet toujours ce voyage qui nous embarque, qui est très immersive. Elle est descriptive, détaillée et en même temps je trouve qu'elle est apaisante, c'est-à-dire que on est parfois pressé par les événements mais je sais pas comment la décrire, mais elle a une plume qui est très particulière et très agréable et je trouve que ça va merveilleusement bien avec son récit. Je trouve que ça colle super bien. En tout cas je pense que je ne suis pas la première à vous en parler parce qu'on en a entendu énormément parler un petit peu partout, puis là avec la sortie du tome 4 on l'entend encore. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont allés jusqu'au bout de cette saga parce que c'est vrai que les tomes sont sortis, au début ça devait être 1 an par tome et je crois que celui-ci il est sorti au bout de 2 ans et là 2023-2025 donc le tome 4 pareil il est sorti 2 ans après le tome 3. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné entre temps? Je ne sais pas, c'est possible, mais moi je continue et encore une fois si jamais cette saga vous ne l'avez pas encore découverte ou vous vous êtes arrêté au tome 1 ou autre, continuez parce que alors je crois que dans le tome 2 il n'y a pas de résumé spoilant. Dans le tome 3, il y en a un. Et il me semble que dans le tome 4, il y en a un aussi. De tête, de mémoire, de ce que j'ai pu discuter avec Camille Monceau. Mais ce n'est pas une valeur sûre, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, celui-ci a été une très bonne lecture. Et encore une fois, le jaspage est toujours très joli. Et moi, j'avais gagné mes paris parce que je crois que j'avais dit que le jaspage allait être jaune. Et effectivement, le jaspage du tome 4 est jaune. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces avis lecture auront pu vous intéresser et
auront pu vous donner un petit peu de quoi matière à découvrir, parce qu'il y a autant des livres qu'on a entendus un petit peu sur les réseaux et d'autres pas du tout, comme Comment j'ai vidé la maison de mes parents, je l'avais jamais entendu nulle part. C'est vraiment parce qu'il y a une collègue de mon père qui donnait plein de livres et donc on a été chez elle, on a fait du trif, on a regardé les livres qui nous intéressaient et je l'ai vu. Donc vraiment c'était un peu la rencontre inopinée, mais sinon je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, donc écoutez, ça fait plutôt des belles rencontres quand ça se passe comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!